Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. On attend à peu près 80 participants. Vous êtes déjà une soixantaine qui êtes connectés. Je suis Sandrine Aubron, chargée de mission au sein du pôle Aérospace Valley. Aujourd'hui, la thématique va porter sur la diversification face à la crise du Covid. On va avoir l'intervention pour nous parler de comment ils ont appréhendé ce choix de diversification, quels ont été les atouts et qu'ils ont pu identifier, les leviers qu'ils ont mis en place et les verrous qu'ils ont dû lever. Donc ce partage d'expérience se fera avec Monsieur Frédéric Lescure, PDG de la société Socomore, et Monsieur Frédéric Roux, président de l'entreprise ICM Industrie. Donc, sans trop attendre, je vais donner la parole à Monsieur Lescure, puisqu'il a la gentillesse d'être avec nous, mais il a un planning très, très chargé. Il va devoir nous quitter à 9h30. Donc, je vais vous laisser lui poser les questions, comme vous le savez, de manière écrite, que je lui retransmettrai. Voilà. Monsieur Lescure, je vous laisse la parole et bonne présentation. Merci Sandrine. Je suis content de voir qu'on fait ça de concert entre Frédéric. C'est un partage. On m'a demandé de témoigner sur ce qui nous est arrivé depuis 3 mois. Une super aventure entrepreneuriale. En fait, c'était merveilleux les 3 derniers mois. D'un point de vue purement entrepreneurial, tout a été possible à nouveau. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Alors, je suis un peu narquois quand je dis ça parce que c'était quand même très compliqué, mais quand je réfléchis bien, finalement, c'est un grand moment. C'est un grand moment d'entrepreneuriat. Et avec toutes ces vicissitudes. Et il y en a eu. Et il y en a eu. Un grand moment qu'on se souviendra longtemps chez Socomore, parce que c'était un moment où on était tous ensemble, mais vraiment tous ensemble, le jour, la nuit, le week-end, presque trop, j'allais dire. Et je pense que rien n'a été normal pendant ces 3 mois. Là, clairement, on verra, on commence à revenir à une situation plus nominale, comme on dit dans l'aéro, plus nominale et qui n'est pas automatiquement peut-être la plus sympa. C'est la dure réalité aux choses. On a assez confiance. Oui, vous parlez ? Pardon, monsieur. Justement, cette dynamique que vous avez connue, elle a été aussi un contre-coup par rapport à l'arrêt, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience de l'entreprise? Oui, comment elle a subi cette arrivée du Covid et cessation d'activité ou pas? Comment vous l'avez abordé? Est-ce que vous avez mis en place du chômage partiel ou pas? Est-ce que Ah oui, alors attendez, vous me ramener dans la dure, bien sûr, dans la dure réalité d'interview et d'exercice. Socomore, grosso modo, quelques chiffres, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 personnes, on a implanté dans 19 pays, dont 5 industriellement, dont les États-Unis, le Brésil, la Chine et l'Europe. Voilà, on fournit des produits de préparation et des revêtements de peinture, pour faire simple, pour l'aéro. On était 90% aéro. Ça a été très violent. Aujourd'hui, on est, on va vous dire, le marché aéro, c'est 10% de ce que c'était il y a quelques mois. Donc, nous, aujourd'hui, on est du consommable. Hein. On est comme le papier dans la machine à photocopier. C'est pas le premier truc que vous commandez, quoi. Alors, ça va revenir, quand même un petit peu. Mais actuellement, ils bouffent leur stock. Surtout qu'on a des problèmes de péremption. Donc, c'est pas facile du tout d'un point de vue volume. Voilà. Donc, le 17 mars, comme tout le monde, sidération. Le monde s'arrête. On s'en est pris plein la figure. Rapidement, je découvre qu'on est jugé entreprise prioritaire, donc on nous demande de ne pas fermer. Voilà, donc on ne ferme pas. On réduit les effectifs, on réduit les horaires, on se regroupe et on fait bien sûr du chômage partiel, les gens on fait tout ce que vous avez tous fait, quoi. Et puis au début, je me dis, mais
c'est pas si grave que ça. Et comme vous tous, je découvre rapidement que c'est très grave. Et j'ai mal à la fierté, je demande un PGE, j'ai tous ceux qui l'ont pas fait, même ceux qui n'en ont pas besoin, demandez-le. Je vais vous dire un truc, c'est au prix que ça coûte, il faut absolument y aller. On n'a pas le choix, même si on se dit qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc moi j'ai demandé un PGE, j'ai fini par l'avoir assez facilement finalement. C'est lent, mais ça vient. L'État a fait un boulot assez incroyable pour tous nous aider à passer ce moment. Voilà. Euh, et puis très rapidement, un coup de téléphone du préfet qui me demande si on peut faire du gel hydroalcoolique. Je lui explique que c'est pas mon métier, que voilà quoi. Je raccroche, 1 heure plus tard, je le rappelle, je dis oui, que voilà, je lui ai expliqué qu'on avait on avait pris le défi. On a pris le défi pas tout seul, on a pris le défi avec bien sûr tous les salariés présents, mais avec un réseau de copains de chefs d'entreprise qui eux-mêmes étaient plantés, en particulier dans l'agroalimentaire. Il y en a beaucoup en Bretagne qui fabriquaient des sauces, des ketchup qui fournissaient à Burger King, à McDo ou dans toute la restauration rapide et qui avaient des capacités, des lignes qui étaient arrêtées. En même temps, on s'est tout de suite aperçu qu'il n'y avait aucun contenant. Les pompes, c'était fabriqué par les Italiens qui étaient très mal, les Chinois qui étaient très mal aussi. Toutes les chaînes logistiques étaient rompues. Il n'y avait plus de contenants. Voilà, donc on se retrouvait, on va dire, en économie de guerre. On a pris ce qu'on a pu et j'ai transformé mes copains qui faisaient du ketchup ou de la moutarde à remplir du gel hydroalcoolique avec toutes les difficultés que liait un produit inflammable. Mais bon, on y est arrivé, on a sorti les produits, on en a fait 1 tonne la première semaine, puis 10 tonnes, puis 100 tonnes, puis 200 tonnes. Actuellement, on est sur 200 000 litres. Le marché français du gel hydroalcoolique, il y a 5 mois, c'était 100 millilitres par semaine. Donc, on produit 2 fois plus de gel qu'il ne se produisait en France il y a encore moins de 6 mois. C'est juste incroyable. Ça durera, mais voilà. Donc, on a réussi à monter parce qu'on a une usine qui avait toutes les autorisations. Et je dirais, il y a un truc incroyable qui s'est passé. C'est 20 ans de bon boulot, de mise en confiance avec les autorités, avec l'Adréal, avec le maire, avec le préfet, vous savez, la préfecture, avec les salariés, avec tout le monde, ça a payé. Les gens nous ont fait confiance. C'est incroyable. On a des autorisations, on a des vitesses, mais il fallait battre Je textais avec le préfet qui nous a aidés à passer des montagnes. Merci à tous. Merci à tous les services de l'État qui nous ont vraiment suivis, quoi. J'avais l'impression que c'était un pack de rugby, là. On était en train de remonter. On a tout monté le terrain. C'était impressionnant. Ce que Voilà, je donc note, ce que je note, Monsieur Lescure, en fait, c'est vous précisez que la force d'un réseau, aussi bien comme vous parliez de copains chefs d'entreprise, mais aujourd'hui de l'État, c'est-à-dire d'avoir en amont prouvé un engagement et qui vous a amené à une certaine solidarité commune. Donc, c'était une vraie fierté au niveau des institutions parce que ce sont des gens qui passent. Autant les copains, ils sont là, on a fait 20 ans qu'on est entrepreneurs, on était au CJD ensemble, aux APM, au club entreprise, on se connaît, voilà, on se fait confiance. Euh, Autant les institutions, les gens changent beaucoup. Donc oui, c'était sympa de voir que on avait dû laisser une trace profonde qui leur a permis de nous faire confiance par défaut. Et voilà. Donc en tout cas, j'indiquerais vraiment que c'est la puissance du PAC, là. Les salariés, ce qui était incroyable, on était en plein Covid. On faisait revenir les gens. C'est vrai que le premier jour, ils étaient un peu perdus. Mais très rapidement, on a mis en place, on a quelqu'un chez nous qui s'est mis en place, qui a mis en place toute la partie distanciation, hygiène, le Covid. Ça s'est mis en place. Personne ne porte le masque chez nous. On en met à disposition, hein. On fait attention, dans les bureaux, on fait des réunions de comité de direction, on est chacun à son bureau, on n'est plus dans la même salle de réunion, voilà. On a appris à vivre avec, comme vous tous, hein. Et, euh, et puis voilà, et puis c'était un grand moment humain. En tout cas, c'était
Et puis, j'étais assez fier. Par exemple, là, il y a une semaine, bien sûr, on n'a pas cassé la baraque au niveau financier, hein. On ne vend pas du gel comme on vend de la pâture aéro, hein. Mais ça a permis largement de passer ces 2 mois sur la vague. Et puis là, on a jamais appris de Macron parce que c'est Macron qui a son nom dessus, mais c'est nous qui payons. Mais voilà, on a pu verser une belle prime à tout le monde au mois de mai. C'est super, quoi. Et je pense que ça restera. Ah, excusez-moi. Voilà, donc après, qu'est-ce qui a permis d'y arriver? Alors, en dehors de la confiance, et la confiance pour moi, c'est vraiment une de mes bases de mon management. Je fais peut-être un peu trop confiance, mais bon, ça c'est. Pour l'instant, j'en ai jamais eu j'ai très rarement eu de retour de bâton. On n'est jamais appelé un coup de bol et ça a plutôt bien marché. Et la confiance, la digitalisation. Et en fait, on était prêts. En fait, on est le mardi soir, j'ai donné comme indication maintenant le mercredi à tout le monde et qu'ils avaient le droit de prendre leurs écrans, prendre tout ce qu'il y avait sur leur bureau. Il y a eu un vol d'écran impressionnant le mercredi qui a suivi. Voilà, tout le monde est parti avec ses affaires, ses clics et ses claques, et ça a tenu. Ça a tenu, c'est impressionnant. En fait, on n'a jamais autant bossé que quand on était en confinement, mais pareil, ça, je suis sûr que vous avez la même chose. Euh, et donc voilà, les choses se sont prises. On a pris, comme tout le monde, des petits rythmes. Les WhatsApp ont germé. On s'est obligé à faire des pauses entre les visioconférences parce que ça devenait juste infernal. On n'avait même pas le temps d'aller aux toilettes, hein. C'était de 7h du matin à 23h entre les Chinois et les Américains. Euh, mais ça, c'est fait. Une super aventure. J'espère qu'on en retiendra la super aventure. Ça serait génial. Que le Covid, on s'en souvienne comme une belle aventure ensemble. Et j'espère que le réveil ne va pas être trop dur, même si on sait qu'il va être dur. Donc, voilà un petit peu ce que je pourrais dire tout de suite. Réactivité. Ah oui, un point qui est important, c'est en fait, si on a réussi ce retournement dans le gel hydroalcoolique, quand je dis que c'est important, c'est important. On est passé quand même, on était on va dire, en une équipe et demie. Avant, on travaillait de 6h du matin à 20h. Là, on est en 3-8, même certains week-ends, on travaille. Bon, ça s'essouffle un peu là, donc on va arrêter de travailler les week-ends, mais euh, on a embauché beaucoup de gens pour travailler en équipe. On reçoit, je crois, quasiment 150 000 litres par semaine d'alcool. On doit être le plus gros consommateur d'alcool en Bretagne, pour vous dire. Euh, euh, là, c'est donc des volumes très importants. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, donc c'est pas très grave. Je voulais en arriver où Je voulais arriver oui, oui, la vitesse. Mais tout s'est fait en fait dans la vitesse. Dire aujourd'hui le fait que dès le vendredi qui a suivi le confinement, on prenne le challenge de faire du gel hydroalcoolique, qui à l'époque était juste, alors c'est normal, maintenant tout le monde en fait, hein, mais c'était juste pas du tout ce qui était prévu. Ça a été énormément, c'était fondamental pour le succès du retournement, parce qu'on est tout de suite apparu comme étant le producteur, et on a croulé sous les commandes. Mais quand je dis croulé, j'ai jamais connu ça de ma vie. Dire on avait 100 fois plus de demandes que ce qu'on pouvait faire. Comment vous avez pu être identifié comme le producteur? Est-ce qu'il y a eu justement de vos équipes marketing une communication? Est-ce que Ah bah là, on a fait feu tout bois, là, Facebook, LinkedIn, nos sites web, la presse. On n'a jamais eu autant de succès, hein. C'est clair que très rapidement, je me suis retrouvé débordé. Au début, bah, je rappelle qu'au début, on avait mis tout le monde en télétravail. Les commerciaux, on les a mis en chômage partiel. Ça n'a pas duré longtemps, hein.
voilà, donc Donc, c'est toutes on les les forces bénéficie, vives de l'entreprise qui ont été mobilisées. Il n'y a pas que la à partie tout le monde, production, tout le effectivement, monde, tous les tout le services. monde. L'achat, il fallait trouver de l'alcool, il fallait trouver. Et puis, je me battais pour rester français, 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 français et français. Alors, on n'a pas Ça, c'est gagné à très bien. 100%, mais on l'a fait à, allez, je prends Paris, plus de 90%. Et c'est ça, c'est un truc qu'il faut qu'on arrive. Alors, forcé parce qu'on n'a pas le choix, hein, parce que les Chinois ne livraient plus, parce que les Espagnols étaient fermés, euh, mais sérieusement, là, il faut vraiment qu'on se reprenne, là, parce que je commence à voir on est tous en train de racheter au Japon, en Chine. Il faut qu'on arrête ça. Dire aujourd'hui, il faut Oui, acheter en Chine ce que les et Chinois vous, font bien. Des et vous trucs qui venez de sont très prouver bien, hein. que c'est possible dans un contexte compliqué de faire français, avec une belle Ah ben, enfin, oui, dans la on le réussite. sait. Il faut juste accepter de ne pas acheter la même chose que ce qu'on achetait avant. C'est tout. Il faut accepter qu'on ait des produits différents. Mais Je il va reviens, falloir. je reviens sur la partie production. Est-ce que vous avez été obligé de faire des investissements? Quels ont été les aménagements par rapport à Oui, on a votre outil fait. industriel? Alors d'abord, investir en plein Covid, je peux vous dire, il faut trouver des machines. Donc on a C'est fait pour ça que je pas vous pose mal, la je question. dirais, de petits investissements de modification de process. Donc là, les travaux neufs chez nous et la maintenance ont été très sollicités. Mais on va dire, c'était quoi, dans de 50 000 euros de différentes, des pompes, des choses comme ça, rien de très. Mais pareil, encore une offre de guerre. On a rentré une pompe bien plus grosse que ce qu'on avait besoin parce que c'était la seule dispo. Les machines, on a rentré les machines qu'on a trouvées. On s'est mis à faire du bag in box. Et on a cherché, on a trouvé une machine à Cognac qui emballait de l'Armagnac. Voilà, et on a recyclé cette machine. Donc, c'était presque drôle la manière dont ça se faisait, quoi. C'était presque drôle. C'était surréaliste, on va dire, plus que drôle. Voilà, donc on a dû Oui, mais investir à la ça demande. période 100 000 euros à peu près. Donc c'est pas sur un budget annuel, on investit 1 million, donc non, c'est rien de particulier. Oui, ça peut représenter quand même une somme. Bon, vous avez été capable effectivement d'investir sans être certain, je dirais, du retour sur investissement quelque part. Ah oui, oui, bah c'est pas. Mais le plus grand risque que j'ai pris d'un point de vue purement investissement, c'est les masques. Une des startups parce qu'on a en permanence, on a 5 ou 6 startups qu'on accueille gratuitement dans nos locaux. Donc on a à peu près 200 mètres carrés qui sont consacrés aux startups, ils ont accès à nos labos, etc. Et une qui faisait de l'imprimante 3D s'est mis à sortir des masques. Et puis voilà, c'était la deuxième semaine de la crise. Je vois le gars, il me montre ses masques, super fier, je les essaye. Ouais, pas mal, mais bon, pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour en faire un masque qui soit vendable? Il n'était pas très content, je lui pose la question. Il me dit, ben, il manque 200 000 euros pour acheter, pour faire des masques, pour les injecter. Je dis, ben voilà, ben, tu les as. Mais vraiment, ça s'est fait, c'est comme ça, tu les as. Allez, on y va. On a mis 200 000 euros sur la table, on a commandé des moules, ça y est, on les sort. Et on n'a pas vendu des milliers, on a vendu 12 000. Mais bon, c'est des masques qui sont vendus plus distributeurs à 30 euros parce ils ont une durée de vie. C'est un peu comme le Michelin, si vous voulez, pour faire simple. Ils ont une durée D'accord. de vie très très longue et c'est un bon rapport qualité-prix. On est à moins de 50 centimes par jour et ça va payer. Voilà. Donc, Alors, ce que j'entends, c'est que là, vous mettez quand même le doigt sur le fait que vous êtes toujours, et ça historiquement, à laisser une place à la recherche et à l'innovation. ah bah oui, oui, chez nous 15% des effectifs sont au laboratoire, hein. On a un gros laboratoire en France, on vient d'investir dans un très gros laboratoire aux États-Unis, on en a un partout dans toutes nos usines. Et nous aujourd'hui, dans l'innovation, il y a l'open innovation, il y a, ouais, l'innovation, c'est pas un modèle standard, c'est-à-dire c'est pas un monolithique, quoi. Donc faut vraiment sortir toutes les possibilités, mais une des possibilités, excusez-moi bien sûr.
Une des Et, possibilités, c'est un des drivers, c'est l'innovation par les startups. Voilà, et effectivement, on n'a qu'une dizaine de startups maintenant. Ben, pas et là, parce que la Covid, c'est compliqué, mais vous allez continuer, je dirais que bien sûr. vous favorisez aujourd'hui, vous incitez, vous conseillez à tous les participants qui écoutent Ben, attendez, là, dans notre métier, je pense que l'innovation, ça va être, on va en apprendre plus la semaine prochaine avec le plan de sauvetage de la filière, mais a priori, là, je prends ma casquette GIFAS, c'est là-dessus qu'il va se passer beaucoup de choses. Grosso modo, Safran et Airbus sont en train de vendre à l'État français qu'il faut sauver leur capacité d'innovation, donc tous leurs ingénieurs. Donc au lieu de licencier 10 000 ingénieurs, il faut mieux les faire travailler sur un projet d'avenir. L'État est en train d'exiger que ce projet d'avenir soit un projet décarboné. Alors, on sait qu'on n'aura pas un avion électrique dans 10 ans, hein, mais en tout cas de mettre un énorme coup de boost là-dessus. Ah oui, oui. Et donc ça va tomber, ça va. Là aujourd'hui, il va falloir profiter de cette opportunité pour sauvegarder notre capacité d'innovation, mais il va falloir aussi profiter de cette opportunité pour développer on va dire, notre agilité d'innovation à tout niveau. Oui, oui, qui peut, si j'entends, qui peut être un point de survie de l'industrie française, si vous êtes d'accord? oui, bah, c'est très clairement, de toute façon là, très clairement, si on ne prend pas le côté innovant, il ne restera plus rien. On n'a Oui. pas le côté coût. Mais on n'a pas le côté coût, c'est pas sûr. Parce que si on n'est pas bête, que qu'on réfléchit bien, on a laissé partir notre industrie en Chine et autre part. On a complètement désindustrialisé notre pays. Ce qui fait que maintenant, même si la charge revient, on n'a pas de quoi l'accueillir. Aujourd'hui, si on décidait de porter toutes des chemises made in France, c'est impossible. Il y a même pas, le slip français, il n'arrive même pas à avoir assez de machines pour fabriquer ce slip. Alors justement, Regardez. j'ai une question. Ne faudrait-il pas mettre en œuvre des indicateurs achats français pour les entreprises et les incentiver sur ce point? Peut-être, mais bon, mais on a peut-être. J'avoue, je sors de mon domaine de compétences. Moi, par contre, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les machines et les robots moi, dans mon métier, il y a, je ne vais pas dire quelle fonction, c'est un peu confidentiel, mais il y a un produit, grosso modo, il y a 25 ans, il fallait 50 personnes pour fabriquer 1 million. Et ça a disparu. Ces 50 personnes, ils sont maintenant 100 personnes en Chine. Et là, j'ai pris décision hier d'acheter une machine qui va me coûter quand même un bras, même 2 bras. Mais avec une personne, je vais fabriquer ce que je faisais fabriquer avec 50 personnes il y a pas très longtemps. Donc moi aujourd'hui, que cette personne elle soit chinoise, indienne, américaine ou française, c'est pas le salaire de cette personne qui va faire la différence. C'est la machine, de faire le bon investissement, d'avoir les bonnes gammes de production, d'avoir les bons appros. Et ça, donc ça veut dire qu'avec cette machine, je vais pouvoir être moins cher que les Chinois, avec un délai de réponse dans les 48 heures, là où ils ont 48 jours. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance unique pour nous tous. Là, en plus de ça, ils nous ont prêté plein d'argent pour le faire. Investissons cet argent. N'attendons pas de le cramer pour faire vivre vraiment les salaires des gens qui malheureusement ne serviront pas à sauver l'entreprise. Investissons cet argent au bon endroit. Et là, il y a les joueurs de poker, il va falloir qu'ils sortent là. Au bon endroit pour que dans 6 mois, vous soyez en mesure de battre les Chinois dans toutes vos fonctions. Et donc cette machine, je dirais que pour être dans une logique de sauvegarde de l'industrie française, elle est fabriquée en France. Vous conseillez C'est aussi que... fabriqué en Italie. Mais bon, je veux dire, Non, mais ça veut dire aussi que là, il y a un marché aujourd'hui à engager en France, si j'entends bien. oui, attendez, on va pas non plus tout refaire. Attendez, aujourd'hui, on est français,
on a déjà, vous imaginez que demain, notre avenir, c'est l'Europe, c'est très clairement l'Europe, c'est l'euro, je suis très fier qu'on ait deux femmes à la hauteur de l'Europe, à la BCE, donc Lagarde et von der Leyen à l'Europe. J'ai l'impression qu'elles ont moins d'ego que les mecs. J'ai l'impression qu'elles nous emmènent dans la bonne direction, qu'elles arrivent à bouger les montagnes. J'espère juste que je suis pas un optimiste BA, mais j'ai vraiment l'impression là, depuis quelques jours que c'est en train de se passer. Voilà, donc soyons européens, je veux dire, soyons français, en ce qui me concerne, soyons bretons, hein, soyons valtais pour ce qui est encore plus. Voilà, après, mettons les bons curseurs au bon endroit. Et puis les Chinois font des choses très bien. Aujourd'hui, il y a des choses. Aujourd'hui, les Chinois, ils achètent des avions français, hein. Et puis nous, il y a des trucs que nous, on ne sait pas bien faire et qu'ils font très bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des pans totales de la microélectronique, on n'arrivera jamais à leur niveau. OK? Mais par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse faire autre chose. Voilà, voilà. Et achetons la bonne chose au bon endroit. Et je pense que comment on appelle ça? Que la mondialisation béate est finie. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Les Français sont rentrés en France, les Polonais en Pologne, les Américains en Amérique, et le touriste en Thaïlande et en Vietnam est devenu un paria très rapidement. Il n'avait même pas le droit de trouver un hôtel. Donc ça, c'est la réalité. Là, en quelques jours, on a vu la réalité du monde. Et qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est pas moche, elle est juste réelle. Et donc voilà, ben, continuons la Thaïlande et sachons qu'on est des parias quand ça se passe très bien. Profitons de la France et puis ayons le sourire, la patate, et puis essayons de faire en sorte que en septembre, nous ne soyons pas dans une situation sociale noire qui fait qu'on serait dans une situation noire, une révolution, de pataquès, quoi. Je pense que notre responsabilité, c'est de faire tenir la France dans les 4 prochains mois pour pas que ça pète. D'accord. Parce que, voilà, je pense qu'on a. Et je finirai par votre dernière question qui était demain, comment je vois les choses. À part le fait que septembre, j'espère que ça va pas péter. Comme je vous l'ai dit, investissement. Et là, clairement, ça va se calmer. Dire, le gel hydroalcoolique, on va pas en continuer à fabriquer des. Vraiment, ça va un peu se calmer. Il y aura toujours pas mal de volume, mais ça va pas être les volumes qu'on a connus pendant depuis 2 mois là. C'était juste hallucinant. C'était pire que la prohibition, hein. Voilà, s'il y a des questions. Et donc, vous aviez commencé à dire demain. Oui, Mais ben, en j'ai dit septembre, demain, les demain, on 4 va mois rester au finis. métier. Oui, excusez-moi, oui, c'est vrai, j'ai pas du fil de ma pensée. Demain, on a déjà, voilà, donc, depuis, on s'est réunis, on s'est assuré de pouvoir continuer à faire ce métier à long terme. On a les autorisations auprès de la préfecture. On a déjà embauché le chef de produit, ou là, BDM, le business manager de Sococé, que j'ai embauché ce week-end. On a été actifs depuis un mois et on a enfin trouvé une jeune femme super qui va nous mettre le feu à notre ligne de produits auquel on n'y connaît absolument rien. Quelqu'un qui vient du monde de la cosméto et de l'hygiène. On a décidé donc des investissements, comme je vous l'ai dit, lourds, des millions, hein, juste pour se mettre en place que dans 6 mois, on soit en mesure d'être un acteur crédible. J'ai pas dit leader, hein, crédible, dire qu'on ait le droit d'avoir notre place sur l'échiquier de ce nouveau marché que nous ne connaissions pas il y a 3 mois. Et puis après, il y a l'aéro va revenir tranquillement. On sera cette année, allez, si on fait 40% de ce qu'on fait, 30 ou 40% de ce qu'on fait d'habitude, ce sera bien. L'année prochaine, on sera à 50, 60. 2022, on va monter à 80 et 2023, on sera au nominal. D'accord. Bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lescure, pour ce témoignage. Je crois que vous enchaînez sur une autre réunion. Oui, Donc, ça va être un peu moins drôle là. bon. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de votre participation. Et ben, écoutez, j'espère qu'on aura de
prochainement de vos nouvelles, tout aussi positives telles que vous les annoncez. Et bonne chance à Frédéric qui, on se connaît sans se connaître, on s'est vu et super, voilà, super. Je te passe la balle, Fred. Merci, Monsieur Lescure. Effectivement, on va passer la parole à Frédéric Roux, C'est vrai qu'on se président. connaît aussi par le CJD. Hein. Donc, Voilà. on était plus un petit peu moins vieux. Voilà. En tout cas, CJD, pour moi, ça a été l'école de mon école de managérial, ça c'est sûr. Moi aussi. Et on retombe sur l'idée du réseau, la force d'un réseau. Tout à fait. Ouais. C'est ce qu'on essaye au pôle, effectivement, d'accompagner. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Pour la suite, alors. Allô? Oui. Oui, on vous entend, Monsieur Roux. D'accord. Je vous laisse donc voilà, pouvoir afficher votre présentation. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Frédéric Roux. Je dirige une entreprise qui s'appelle ICM Industrie, dont le métier principal est l'usinage de matériaux plastiques et composites. Nous sommes environ 200 salariés sur 7 sites de production. Nous avons fait l'année dernière 27 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous investissons depuis pratiquement toujours environ 7% de notre chiffre d'affaires en nouveau matériel et en modernisation de notre outil de production. Donc, on est aujourd'hui sur des métiers donc qui concernent la mécanique, fraisage, tournage, assemblage plastique en chaudronnerie. Et aujourd'hui, nous disposons d'un parc machine qui est à 70% robotisé quand il s'agit de fraisage ou avec des embarreurs quand il s'agit de tournage. On est membre de beaucoup d'associations, on en parlait tout à l'heure juste avant avec Frédéric Lescure, mais pour ce qui concerne l'aéronautique, on est dans Aerospace Valley et également donc sur le cluster aéro Rhône-Alpes. On est également membre donc de l'association des distributeurs et des producteurs de matériaux plastiques européens. Et on a été accompagné il y a 3 ans maintenant dans le cadre de Pacte PME pour essayer de construire notre futur et de construire une ETI, ce qui est un de mes objectifs personnels. L'aéronautique dans notre business aujourd'hui représente environ 35% de notre activité globale. Sur 2 de nos usines, l'usine de Paris qui est en aéronautique et défense à 100%, et notre usine de Niort qui est à 55% aéronautique et 45% médicale. Ce qui fait que nous fabriquons des pièces qui vont du cockpit, dans les cabines, qui vont sur les circuits de liquide, sur les freins d'atterrissage, sur les trains d'atterrissage, sur les cœurs électriques. On est quand même assez diversifié sur un avion. On est ISO 9001, EN 9100, tout ce qui est les basiques de la qualité aéro était notre quotidien et sont notre quotidien encore aujourd'hui, même si aujourd'hui l'aéro est particulièrement arrêté. On a une stratégie de digitalisation de l'entreprise depuis déjà plusieurs années, avec des choses simples, mais qui tous les jours s'améliorent et tous les jours portent un peu plus leurs fruits. On a, comme le rappelait Frédéric Lescure, également une petite activité qu'on appelle ICM Starter, où on héberge dans nos murs des start-upers industriels qui viennent avec leurs idées, à qui on donne un espace, à qui on donne la possibilité de produire sur nos propres machines
en dehors de nos heures de travail et de production pour réaliser leurs propres produits. Alors ça amène à des innovations qui sont des innovations souvent assez simples, mais qui sont des innovations industrielles et qui pour nous sont aussi le moyen de faire du nouveau business et de développer des nouvelles activités avec ces start-upers. Donc on a déjà accompagné, on est beaucoup plus petit a priori par rapport à ce que fait Frédéric Lescure, mais on a accompagné depuis 4 ans 5 entreprises, dont une pour créer donc le fameux bac antiterroriste, ce qu'on appelle le bac urbain, qui aujourd'hui se vend assez régulièrement, même si c'est des volumes plutôt faibles. Et on est également extrêmement présent sur une activité agroalimentaire où avec un designer, nous avons développé des produits destinés aux épiceries en vrac, donc tout ce qui est distributeur d'épicerie en vrac. On a un engagement RSE assez fort pour une petite PME comme la nôtre, puisque on est engagé dans une réduction de consommation d'énergie importante, dans le recyclage. On a jusqu'à présent que des fabricants de matériaux européens. Il n'y a malheureusement pratiquement plus de fabricants français. Mais nous nous sommes interdits d'aller chercher des matériaux en dehors de l'Europe jusqu'à présent et nous y sommes arrivés tout en restant compétitifs. Et puis, on a une action assez poussée sur tout ce qui est environnement avec la création récemment d'un jardin de conservatoire avec l'université Vavilov en Russie. Donc, voilà. Ça, c'était un petit peu la situation de l'entreprise pendant donc avant le 17 mars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour nous le 17 mars? Eh bien, on a globalement fermé l'entreprise et on a mis 160 personnes au chômage partiel. On a réalisé un chiffre d'affaires au mois de mars qui correspondait à 55% de nos objectifs et on avait une prise de commande qui était de 25% de nos objectifs. Donc, très vite, on s'est rendu compte que la situation allait se dégrader et allait devenir critique pour nous. On a donc, on reviendra sur les chiffres après, mais en fait, on a donc très vite, avec quelques collaborateurs, puisqu'en fait, on se retrouvait plus que 5 personnes dans l'entreprise, enfin, au moins pour le site de Lyon, on s'est très vite rendu compte que il serait très difficile pour nous de rester fermés complètement parce qu'on allait devoir poursuivre l'activité pour certains clients. On s'est rendu compte également que beaucoup de nos clients avaient pris des positions qui étaient de laisser quelques ateliers ouverts. Et puis, lors donc d'une émission au 13h, quand on était en train de manger nos pizzas tous ensemble, on s'est rendu compte que le corps médical allait aussi avoir besoin de notre aide et que là-dessus, il y avait peut-être au moins un effort de solidarité et de bénévolat à mettre en place. Et en fait, c'est comme ça que nous, notre histoire a commencé. Frédéric Lescure disait tout à l'heure, moi, c'est le préfet qui m'a appelé. Et nous, bah, ça a été un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que bah, on avait peut-être quelque chose à proposer et que c'était à nous d'aller chercher les sources pour trouver des effets de levier. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis en relation en fait avec le CEA de Grenoble et de Saclay, et où on a commencé avec des choses extrêmement basiques. Je vous ai mis quelques affichages, des croquis pour faire des visières, puis après pour travailler sur des questions de respirateurs, puis des pièces de jonction. Je peux pas vous montrer parce que on a des NDA dessus. Voilà. Au fur et à mesure, avec le CEA, on s'est rendu compte que finalement, il y avait énormément de besoins dus à ce qui se passait au niveau du Covid. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on a commencé à repenser un petit peu notre entreprise.
Alors, on avait la chance, comme on l'a vu précédemment, d'avoir un terreau favorable, puisque justement la digitalisation, c'était quelque chose dont on parlait pratiquement tous les jours. La RSE, la chasse au gaspillage, c'est quelque chose qu'on connaît également. Et l'innovation, c'est aussi quelque chose qui nous est cher, puisque l'accueil de jeunes start-upers est toujours un bon moyen pour nous de trouver des nouvelles idées. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé que du bénévolat, il fallait peut-être essayer de créer quelque chose. Et entre autres, on a décidé de créer une gamme. Alors, pour nous, c'était vital, puisque donc, on était en train de perdre énormément de chiffre d'affaires. C'était dans nos gènes. Mais en même temps, on n'est pas, en tant qu'usineur de matériaux plastiques et composites, on n'est pas des innovateurs patentés. Donc, il nous fallait trouver des produits sur lesquels on pouvait réagir vite, sur lesquels on pouvait avoir du stock, et où on avait du stock déjà. Et donc, c'est de là qu'on a commencé à créer un certain nombre de produits qui avaient pour objet donc de séparer et d'éloigner les gens les uns des autres tout en leur permettant de se voir. Et c'est ce que certains appellent les hygiaphones. Et donc à partir de là, on a créé toute une gamme qui était de 3 produits au départ. Aujourd'hui, on en a plus de 40 destinés à pratiquement tous les domaines d'activité. Au-delà de ça, ce qui est important pour, dans le basculement de l'entreprise, c'est de rappeler quelques dates. C'est que, en fait, les 3 premières semaines du 17 mars au 5-6 avril, on était là dans une approche très volontaire, très bénévolat. Et on bascule entre le 5 et le 10 avril dans un objectif marchand et dans un objectif de sauver notre peau, quoi, ni plus ni moins. Et donc là, les choses se sont enclenchées très très rapidement, avec d'une part la volonté de créer un site marchand, alors que nous avions un site vitrine. Donc on décide de créer un site marchand le 10 avril. On cherche un nom pour notre gamme, on va trouver très rapidement, qui va s'appeler Germ Protect. On va mettre notre site en ligne 4 jours après avoir décidé de créer un site. Et au fur et à mesure, on va créer un certain nombre de produits pour pouvoir alimenter le site. Et puis, on a essayé d'élargir avec la création de collaborations avec des collègues injecteurs. Donc là, c'est pareil, c'est le réseau lyonnais. Puis, on a élargi également sur l'Aquitaine avec notre usine de Niort. Comment on a construit notre démarche? Donc, on a, à partir du moment où on avait un nom, un début de gamme, on pourrait presque même dire un semblant de gamme, on a mis tous nos collaborateurs sur le pont pour qu'ils fassent fonctionner le bouche à oreille localement, puisque tous ces produits pouvaient être utilisés par des mairies, par des commerçants, par des hôtels, et ainsi de suite. Donc, on a fait fonctionner le bouche à oreille en mettant un code promo à chacun et en donnant la possibilité à chaque collaborateur de devenir un petit peu commercial de l'entreprise dans son rayon d'action. On a aussi mené donc des actions sur les grands comptes, nos grands comptes habituels, avec là pour le coup nos commerciaux spécialistes. Et puis on a décidé également de mettre un énorme coup d'investissement sur tout ce qui était le mailing de masse. Et donc là, on a décidé d'acheter un grand nombre donc de bases de données pour pouvoir faire de la diffusion de masse. Et donc, comme on avait déjà les outils de diffusion de masse, on s'est appuyé sur ces outils de diffusion de masse. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait des outils encore plus forts. Donc, on a investi dans des outils encore plus performants. Et plus on va, plus on achète de fichiers de masse. Et plus on diffuse, plus notre site prend des clics
Et notre site était précédemment, avant Covid, visité 30 à 40 fois par jour. Et aujourd'hui, on est à environ 4500 visites jour de notre site Internet, qui parle à la fois de notre savoir-faire industriel et aéronautique, défense et autres, mais qui parle aussi et beaucoup de notre gamme Germ Protect. Et donc, tout ça nous a amené à passer de 0 de chiffre d'affaires sur cette activité-là, à fabriquer 14 000 pièces quand j'ai fait préparer cette réunion il y a une semaine. Aujourd'hui, on en est à 21 000 produits fabriqués en 6 semaines. Donc, pour le moment, on reste sur un trend très important qui est en train de commencer à s'infléchir, comme le disait également Frédéric Lescure. Petite question. Là, sur cette nouvelle gamme, je dirais au niveau de la temporalité, il y a eu une différence puisque un site marchand, ça vous a demandé une réorganisation sur les délais et la livraison, j'imagine. Donc, c'est le slide que j'allais vous présenter. Pardon. Non, je vous en prie. On a dû donc repenser un peu toute notre organisation et faire en sorte que on puisse livrer les clients sans trahir nos clients et nos clients existants et les futurs clients que nous étions en train de développer. C'est pour ça que j'ai appelé ce slide organisé pour ne pas trahir. Donc en fait, il a fallu qu'on mette en place un partage des ressources et un partage de l'outil de production pour à la fois continuer à servir les quelques clients qui étaient restés ouverts sans les mettre dans la difficulté, mais également permettre de produire et de produire de plus en plus et de plus en plus vite, puisque les délais étaient aussi la clé du succès. C'est-à-dire que vendre des barrières de protection quand le Covid sera passé, ce n'était pas l'objectif. Donc, il fallait être vraiment sur le front immédiatement. Donc, on a fait toute une analyse de nos besoins de production. On a adapté les outils de production des usines qui étaient les plus pertinentes pour pouvoir fabriquer ce type de produit, c'est-à-dire Niort et l'usine de Lyon. Et à partir de ce moment-là, on a également organisé et adapté les horaires des différentes usines afin de demander de produire le maximum. Et là, on a eu un travail d'équipe extraordinaire parce que tout le monde a répondu présent. Personne ne s'est posé la question de savoir s'il allait être payé, s'il n'allait pas être payé, s'il allait avoir une prime ou pas de prime. Globalement, ce n'était pas l'objet, c'était trouver le moyen de produire le mieux, le plus vite, au meilleur coût et satisfaire à la fois la demande du client et sauver la boîte. Donc ça, de ce point de vue-là, ça a été une aventure humaine assez extraordinaire parce que je veux dire que l'ensemble des équipes ont joué le jeu, comme l'ensemble des équipes ont également joué le jeu dans le rôle de commercial qu'on leur avait demandé d'avoir sur un commerce de proximité. Et on a créé donc des équipes pour faire en sorte qu'on passe en 3 à 8, 7, 6 jours sur 7, sachant que on travaillait sur Germ Protect de 21h à 13h et sur notre business habituel de 13h à 21h. On a dû également repenser toute notre supply chain parce qu'on était habitué à livrer quelques colis par jour. Et on est passé de 20 expéditions par jour à environ 160 par jour. Donc même au niveau de nos transporteurs, au niveau de nos approches de production, il a fallu, de livraison, pardon, il a fallu complètement trouver dans des délais très très courts des nouveaux sous-traitants, des gens qui soient capables de faire face à la volumétrie. Donc on a travaillé en partie avec des PD, mais également avec d'autres sociétés qui ont permis de faire face à ce flux-là. Et puis on a dû repenser aussi notre sourcing, parce que très vite, nos sourcings habituels de producteurs allemands pour la plupart
au 25 avril, il n'y avait plus de matière, nulle part. Donc, il a fallu qu'on gratte sur toute l'Europe pour arriver à trouver de la matière première. Donc, ça a été le rôle de nos acheteurs qui ont sourcé en Espagne, en Italie et en Turquie pour pouvoir trouver le matériel nécessaire, les matériaux nécessaires pour produire. Et puis, on a alimenté également notre site de produits qui n'étaient pas fabriqués par nous-mêmes. Et donc là, on a fait du sourcing local en s'associant avec des producteurs français. Ça a été le cas pour les visières. Les visières sont injectées à Lyon et les vitres des visières sont thermoformées dans la région grenobloise. Voilà, on a essayé d'élargir au maximum pour faire profiter un petit peu de notre expérience et de la chance que l'on a eue avec le site de pouvoir avoir cette vitrine et de vendre des produits qui n'étaient pas forcément nos produits habituels. Et puis, on a dû adapter également toute la partie expédition chez nous, puisqu'on n'était absolument pas outillé et prêt à traiter un nombre de commandes aussi important. Et donc là, on a fait appel à nos propres collaborateurs, mais qui, pour certains, n'avaient pas de travail parce qu'on n'avait pas de fraisage en 5 axes pendant toute cette période. Ben, le fraiseur 5 axes, il est devenu préparateur de commandes, spécialiste des commandes Germ Protect. Donc tout le monde a joué ce jeu d'accepter de ne pas faire le boulot pour lequel ils étaient initialement payés et embauchés pour que la boîte tourne. Et on a travaillé également tous les samedis, y compris les week-ends du 1er mai, du 8 mai, pour pouvoir servir au mieux. Voilà. Pour en résumer, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une aventure humaine extraordinaire, un travail d'équipe exceptionnel. On a créé donc 40 produits. On a un site marchand qui va être aujourd'hui élargi. On avait, il y a quelques années, envisagé de lancer des gammes de produits plastiques pour l'agroalimentaire. On s'en était jamais véritablement intéressé. Eh bien, aujourd'hui, on va s'y intéresser beaucoup plus et on va mettre ça sur notre site marchand. On s'est fait référencer sur plusieurs marketplaces qui sont également des marketplaces sur lesquels on peut générer du trafic et du business, entre autres les marketplaces de métro, ces discounts, des structures comme celle-ci qui, on m'aurait dit, tu vendras des produits sur ces discounts un jour. J'aurais jamais imaginé que ce soit le cas. Aujourd'hui, c'est le cas parce qu'on a su réagir et qu'on a su mettre en place tout le process numérique. Donc, c'est clair que là, le process numérique, en 5 semaines, on a fait l'équivalent de 2 ans de travail qu'on avait fait précédemment pour pouvoir se mettre en conformité par rapport aux besoins de l'ensemble de ces marketplaces. On a également mieux maîtrisé notre sourcing. On a créé des alliances avec des concurrents, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, aujourd'hui, ça représente 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise en 7 semaines, ce qui, au demeurant, n'est pas neutre. Et comme la tendance reste, même si elle est légèrement sur le déclin, elle reste quand même bien orientée. Je pense que sur la fin de l'exercice, on aura entre 7 et 8% de notre chiffre d'affaires qui aura été réalisé par cette nouvelle gamme. Voilà. Moi, je redis, l'impact des équipes a été énorme. L'impact des quelques présents au tout début, 5-6 personnes, a été fondamental, bien sûr, mais la réaction globale des équipes a été exceptionnelle et ceci a permis de réaliser cette mutation. Donc, un grand merci à nos équipes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a l'écoute de vos questions. Merci beaucoup à Monsieur Roux. C'était effectivement, je note qu'il y a une conclusion qui reste très positive. Aujourd'hui,
est-ce que vous pressentez la suite d'ici les 4 mois à venir? Comment vous l'envisagez? Est-ce que les investissements que vous avez faits vous permettront de continuer? Est-ce que vous allez continuer à en faire comme Monsieur Lescure? Est-ce que Alors cette nous, on a expérience vous amène? je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a investi pendant cette période parce qu'on manquait de capacité machine sur certains types de matériel. Alors, ce n'était pas des gros investissements, un peu comme Lescure, mais on a investi 60-70 000 euros pendant la période du mois d'avril. On a eu la chance de trouver des machines disponibles ou d'occasion qu'on a achetées très rapidement, qu'il a fallu payer comptant parce que les gens étaient tous très frileux pour mener à bien ces opérations, qu'on a été obligé de monter nous-mêmes ou en visioconférence avec les fabricants de machines. Bon, c'était assez excitant aussi de ce point de vue-là, parce que on s'est inventé mécanicien du jour au lendemain. Donc ça, on a fait ces petits investissements-là. On n'envisage pas forcément de gros investissements sur les mois qui viennent, hormis poursuivre les investissements sur tout ce qui est digital et Internet, où là, on est persuadé que même dans notre business industriel, on va pouvoir se servir de l'expérience qu'on a acquis pendant ces 8 semaines pour vendre des produits industriels directement par notre site. Oui, donc j'entends également que la performance industrielle passera par la digitalisation et donc ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, l'usine 4.0. Oui, mais aujourd'hui, si on parle de performance industrielle au sens où on en parlait avant le 17 mars, pardon, pour moi, ce n'est plus la performance industrielle dont on a besoin. Je veux dire, aujourd'hui, quand on a certains gros clients qui nous disent on manque, enfin, il y a 3 mois, on nous disait on manque de capacité. Aujourd'hui, on en a suffisamment de capacité. Alors, j'ai une question. Pardon. Au mois de novembre, on a rentré 7 machines, 7 robots. On a fait 2,5 millions d'euros d'investissement dédiés à 80% à l'aéronautique. Ces machines, aujourd'hui, elles ne tombent pas. Hein. Et a priori, elles ne sont pas prêtes de retourner. Donc, la performance industrielle, dans le sens où on l'entendait 3 mois avant, à mon avis, n'a plus de sens. Il va falloir qu'on trouve une nouvelle performance qui sera probablement plus digitale, en effet, et qui sera aussi une performance commerciale qui va permettre de poursuivre la diversification. En tous les cas, pour ce qui nous concerne, elle est absolument nécessaire pour notre survie et c'est l'objectif principal qu'on s'est donné. C'est diversifier et réduire notre dépendance à l'aéronautique et au gros business habituel français, aéronautique, ferroviaire, médical, tout ce qui faisait rêver les gens qui étaient dans l'automobile il y a quelques années et qui aujourd'hui est complètement par terre. Alors justement, je vous ai répondu, je pense en partie à la question là, qui est posée. Cette stratégie de diversification est quand même beaucoup axée Covid, entre parenthèses protection. Y a-t-il une suite plus large dans les idées? Chasse de nouveaux domaines pour faire face après la crise du Covid, mais avec une grosse diminution aéro. C'est exactement l'objectif que j'ai donné à l'ensemble des commerciaux pas plus tard que vendredi dernier. J'ai interdit à nos commerciaux de me parler et de me faire des rapports sur nos clients existants. Non pas que j'aime pas nos clients existants, mais nos clients existants, et en particulier ceux de l'aéro, n'ont pas de vision, pas plus que nous. Et donc, nous, on a besoin de survivre, et pour survivre, il faut aller voir ailleurs. Donc, on a l'objectif number one de nos commerciaux aujourd'hui est d'aller prospecter des nouveaux business, alors qui seront peut-être plus ou moins en rapport avec ce que l'on a fait au niveau du Covid, protection entre autres, mais on peut largement élargir ces produits et ces gammes de produits, et en particulier dans l'agroalimentaire, où on est présent, mais de façon assez
assez faible. Et puis, un des points essentiels, c'est qu'on a créé une petite gamme qui vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est un embryon. Et à partir de là, moi, je suis convaincu qu'on va pouvoir continuer à créer quelques produits. Et ces produits qui auront été créés vont alimenter au fur et à mesure le site. Et on doit rester extrêmement attentif à ce que vont nous demander nos clients, soit dans la protection, soit dans l'agroalimentaire, soit dans n'importe quel autre domaine, médical également, pour Oui, pouvoir puisque diversifier. en fait, ça va changer nos comportements, tout ceci. Donc, la gamme que vous avez créée, pour certains produits, peut avoir une durée de vie beaucoup plus longue hors Covid. En effet, je pense qu'une fois que tout le monde sera équipé d'un hygiaphone sur son bureau ou sur sa salle de réunion, on ne va pas les remplacer toutes les 5 minutes. Bon, l'avantage du plexiglas, c'est qu'il casse. Donc, il y aura peut-être un peu de renouvellement. Mais par contre, tout ce qu'on a développé au niveau des poignées et des petits produits annexes, ça, c'est des produits qui, à mon avis, vont continuer à fonctionner dans le futur. D'accord. Donc, votre bureau d'études va continuer à brainstormer. Oui, et alors plus que le bureau d'études, puisqu'on fait une réunion globale de toutes les équipes de management le 15, 16, 17 juin, uniquement sur l'innovation. Je ne veux pas parler de stratégie, je ne veux pas parler de chiffres, c'est donner des idées, on va les mettre en forme, le design va les dessiner, le marketing va les marketer, et on va les mettre sur le site et on verra bien ce que ça donne. Donc, on vous remercie. Là, il y a une intervention d'un des participants qui dit merci. Donc, c'est une diversification client et produit, une bonne agilité. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus, effectivement, puisqu'on arrive à l'heure. Mais oui, félicitations. Merci pour votre témoignage. J'espère qu'on aura l'occasion de nouveau échanger sur ce parcours et que ça aura permis à un certain nombre de nos participants d'ouvrir pas mal d'idées sur les points clés que vous avez soulevés. Votre présentation sera donc, vous avez accepté qu'elle puisse être diffusée, mise à disposition. Donc, elle sera envoyée dans les prochains jours. Et en tout cas, à très bientôt et encore merci. Merci à vous aussi. Au plaisir. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.